Salut! Vous écoutez Les Sexes Maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexos, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! Bonjour! Nous revoilà avec un épisode que j'avais hâte qu'on réalise. Comme je travaille en recherche, le sujet qu'on aborde aujourd'hui m'intéresse particulièrement et j'espère qu'il vous permettra de comprendre que la science n'est jamais neutre. Et que toutes les personnes qui ont déjà dit que les sciences naturelles étaient plus neutres que les sciences humaines, ben, elles se trompent. Oh! Ouais. Les biais, puis quand on dit biais, tout le long de l'épisode, ça s'écrit B-I-A-I-S. Les biais scientifiques existent dans tous les domaines où la recherche existe. Et aujourd'hui, on tentera de ressortir des exemples marquants pour vous faire réaliser à quel point les femmes sont encore touchées par le patriarcat, même en sciences. Pom pom pom. On dirait que c'est toujours ça notre Début d'honneur. le filon conducteur de cet épisode. Le patriarcat nous fait chier. Puis, je voulais quand même qu'on note que les exemples qu'on va probablement discuter aujourd'hui sont souvent ancrés dans la binarité des genres. Oui. Comme vous allez voir, la science n'est pas parfaite et encore moins les biais scientifiques liés au genre. Donc, on va souvent généraliser homme-femme, bien qu'on atteste là, que la fluidité des genres Existe. Ouais. Ouais, c'est ça. Et qu'il devrait y avoir plus de recherches sur les personnes issues de la communauté LGBTQ+. OK, je pense qu'on pourrait commencer par expliquer c'est quoi exactement un biais scientifique. Yes. Là, Sarah, je veux pas te pitcher en dessous du boss, là, mais est-ce que tu peux nous dire aussi pourquoi les sciences naturelles puis les sciences humaines sont autant fucked up l'une que l'autre? Pourquoi? Ça, c'est la question de l'épisode. Puis en fait, vous allez voir que nos exemples qu'on va discuter aujourd'hui, c'est autant des études en sciences humaines qu'en sciences naturelles. Donc, à quel point la science n'est pas neutre, vous allez mieux comprendre avec l'épisode. Par contre, quand on parle d'un biais scientifique, là, ce qu'on veut dire, c'est une tendance ou une orientation d'un chercheur qui va introduire une erreur dans le processus de recherche. Puis ça, ben, ça nuit à la validité du travail puis des résultats qui vont sortir de ces études-là. Les biais scientifiques, là, il y en a beaucoup. Les chercheurs sont au courant là, que ça existe. Ça peut influencer sur la conception de la recherche, donc au début, quand on est en train de penser à qu'est-ce qu'on va faire comme recherche. Les biais peuvent aussi se retrouver dans la collecte de données. Donc, quand on va chercher... L'information, dans le fond? Ouais, exact. Quand, mettons, chez des participants. Puis, comment on va interpréter les données qu'on a trouvées. Dans toutes ces trois parties-là de la recherche, il peut y avoir des erreurs scientifiques. Les biais scientifiques, là, qu'ils soient intentionnels ou inconscients, parce que la majorité d'entre elles dont on va parler aujourd'hui sont inconscientes. C'est pas des chercheurs qui se sont dit « Moi, je suis sexiste, je vais rendre la recherche sexiste ». C'est pas ça, t'sais. C'est souvent inconscient, pis c'est pour ça que c'est un sujet qui m'intéresse, parce que tout le monde a des biais dans la vie. Oui. C'est important d'en parler, parce que même les chercheurs, là, c'est rendu une grosse partie de leur recherche. À la fin de leur recherche, sont souvent obligés de dire c'est quoi leur limite. Donc, le fait de parler de biais scientifiques, ben, c'est qu'eux aussi, ils sont capables de dire, bah, mettons, j'étais un homme blanc, puis j'ai conçu telle affaire pour les hommes. Ça se peut que ça se généralise pas aux femmes noires, mettons. Bon, juste de le dire, ben là, c'est plus facile par la suite de repartir de d'autres recherches pour en faire d'autres. Et ça fait en sorte que ta recherche est plus valide, parce que là, je veux vraiment spécifier qu'on n'est pas en train de dire que la recherche ou la science, c'est juste du vent, là. Ah ouais, non. Dans le sens que, tu sais, on est pro-science oui. puis tout ça, mais la bonne science puis de la bonne recherche, c'est quand tout a été expliqué, toutes les étapes sont claires, toutes les nuances sont là, c'est pas juste du tape à l'œil de comme, selon une recherche scientifique, il y a ça, puis that's it, ça confirme tout. Oui, c'est ça. Tout, c'est ça. Non, c'est ça. Toutes les recherches sont importantes, même si elles ont des biais. Elles apportent quelque chose de nouveau à la science. C'est juste qu'il faut se rappeler que rien n'est parfait, autant en sciences humaines qu'en sciences nature. Puis on pourrait dire qu'un biais, c'est comme un angle mort, finalement. Exact. Je peux peut-être ajouter aussi le biais de confirmation dans la recherche, dans le sens que quand tu fais de la recherche, c'est quand même nécessaire de publier. Tu as un désir de vouloir confirmer une théorie. Fait que, tu sais, c'est sûr que si ta recherche confirme pas finalement tes hypothèses, ben ça va peut-être moins se faire publier. Fait il y a ça à prendre en considération. Fait qu'il y a peut-être des hypothèses qui sont moins prises en considération parce que, bon, ben c'est pas vraiment publiable, c'est pas vraiment, je dirais pas à la mode, mais c'est pas dans les priorités en ce moment de la recherche
recherche. Fait qu'il y a tout ça à prendre en considération quand on lit une recherche scientifique, tu sais. À chaque étape d'une recherche, ça peut porter au biais de confirmation. Comme t'as dit, Sarah, à partir de la formulation des éléments d'un questionnaire, au choix méthodologique, à l'interprétation des statistiques. C'est ça, il faut vraiment que à chaque étape, l'équipe de recherche soit comme au courant de où est-ce qu'il pourrait avoir un angle mort, finalement. Très bien dit. Puis en fait, ce qui est comme nouveau maintenant en sciences, justement, c'est qu'on va demander à ces chercheurs-là d'être au courant, oui, mais d'arrêter de dire que, justement, ils sont dans la neutralité. Puis quand on parle de neutralité, on parle d'être impartial, d'être objectif, d'être neutre, mais c'est dur de l'être, là. On est des êtres humains, puis tout ce qui tourne autour de nous n'est pas neutre. Ouais. Comme à part des neutrons, sûrement. Fait que là, il y a ça, je pense, c'est pas mal la seule chose qu'on peut affirmer solidement qui est neutre. Fait que ça fait quand on entend le mot neutralité, je pense que la dernière définition que j'aimerais qu'on donne en science, la neutralité, ça soutient que la science vise l'étude objective de la réalité en s'appuyant sur l'application rigoureuse de la méthode qu'on dit scientifique, dont la neutralité est un des emblèmes. C'est une vision qui est de plus en plus contestée dans plusieurs champs de recherche, tels que les études sociales, l'histoire des sciences, les études féministes. Les critiques vont donc dire que les théories scientifiques sont construites et influencées par le contexte social, culturel et politique dans lequel les scientifiques travaillent. C'est exact. Dans le fond, je veux aller, admettons, juste une petite coche plus macro, parce que là, on parle de billets, on parle de neutralité, on parle de choses qu'on induit ou qu'on interprète dans la science, qu'on veut neutre, qu'on veut objective, mais que finalement, on réalise peut-être pas, ou peut-être pas suffisamment, que juste le move de faire ça en tant qu'être humain qui est dans un contexte, qui a une identité certaine, qui vit dans un système, une organisation sociale patriarcale, puis que ça influence tes choix, ben c'est bien normal que les choix que tu fais, peu importe si c'est ton déjeuner, le livre que tu vas lire ou quelle question poser dans ta recherche, ben ça va être biaisé par ça, là, tu sais, forcément, on n'est pas exempt de biais, tu sais. Tu vis dans une société patriarcale, tu vas agir selon les règles de la société dans laquelle tu vis, tu sais. Et ensuite de ça, de dire que la science peut ensuite être neutre et objective, ben là, c'est un peu... Bon, on se lance dans les exemples concrets pour que les gens puissent voir qu'on dit pas juste la bouette. On fait pas juste pelleter des nuages. Le premier exemple concret, je pense que c'est plus facile avant qu'on se lance davantage dans le sujet. Ben, les femmes sont sous-représentées dans la recherche scientifique en tant que chercheuses. En France, là, le pourcentage moyen de chercheuses est 35%. On s'entend que les femmes sont 50% de la planète, là, la population. Donc, le fait qu'on n'est même pas encore à 50-50 en tant que chercheuse, puis ça, c'est toutes les disciplines confondues, là. Fait que comme autant en sciences naturelles que sciences humaines, mettons. 35%, c'est pas beaucoup. Ça, et en plus, il y a une étude de 2019 qui montre ça, que autant des sciences, là, de la physique des particules aux sciences sociales, les scientifiques, hommes et femmes, vont associer le mot science à masculin dans leur mémoire. Autant les hommes et femmes chercheuses, là, vont associer le mot science au mot masculin. Donc, c'est quand même intéressant. Déjà, là, la problématique qu'il y a moins de femmes chercheuses, on part en arrière. C'est comme un espèce de plafond de verre qu'on pensait pas qu'il existait en science, mais que finalement, il est là aussi. Ouais. C'est genre, ben, c'est bien beau. Tu sais, on va vous étayer peut-être d'autres exemples où là, dans les résultats puis dans les échantillons, il y a aussi pas de femmes, là. Mais c'est comme, ben, encore faut-il qu'il y ait des femmes chercheurs en haut, tu sais, qui décident de faire des études sur des femmes. Bref. Exactement. Ben, d'où qu'est-ce qu'on disait par rapport aux angles morts. Ben, c'est sûr que si, dans ton équipe de recherche, puis peu importe c'est quoi le sujet, ben, c'est tous des gars blancs, hétéros, whatever, ben, tu sais pas ce que tu sais pas. C'est ça. Puis justement, dans ta compagnie, tu veux tester des trucs technologiques, tu veux tester, par exemple, des bancs de voiture. OK? La sécurité d'une voiture. Tu vas pas penser, OK, ben, les voitures, non seulement il y a des hommes qui les conduisent, mais aussi les femmes, puis il y a des enfants en arrière, puis il y a ci, puis il y a ça. Toi, tu veux savoir si ta voiture est safe ou pas. Je vais commencer avec cet exemple-là. En 2019, il parlait que les femmes seraient plus à risque de subir des blessures graves ou même fatales dans des accidents de voiture parce que ils utilisent des mannequins d'essai conçus d'après les mensurations moyennes des hommes. D'un homme adulte des années 70. Oui, d'un homme adulte des années 70. Donc, ça rendrait les femmes plus vulnérables en cas d'accident de la route. Non seulement plus vulnérables à des blessures qui amènent des handicaps graves, là, ou plus vulnérables au niveau des accidents fatals. Justement, il parlait d'une étude de l'Université de Virginie, là, que les femmes sont 73%
plus à risque de subir des blessures graves ou même mortelles dans le cas d'une collision frontale. Puis aussi, ça prend pas en considération non seulement des mensurations différentes des femmes, mais aussi de la biomécanique différente des femmes. Ben oui. Admettons, tu parles de la taille, le poids, la densité osseuse, la masse musculaire. Tout ça, ben oui, complètement. Apparemment, le cou, les muscles du cou vont être plus flexibles, moins forts chez les femmes que chez les hommes. Là, on parle des femmes cis, puis hommes cis, là, en moyenne, justement. Les hanches chez les femmes qui sont plus larges, les épaules plus étroites. Nos organes sont pas placés de la même façon. Non. Quand il y a une collision, le centre de gravité est pas à la même place non plus. Complètement. Quand ils font des essais avec le même dummy qu'un monsieur des années 70, ben ça prend pas en considération tout plein de personnes de la population, tu sais. J'ai juste une question. Pourquoi les années 70? Genre, tous les mannequins ont été créés en 1970, puis là, après ça, il y en a plus? Oui, mais je pense que c'est dans les années 70 que ça a commencé de tester la sécurité des voitures. OK. Avec des dummies dans les années 70, qui était louable, parce que comme enfin, quelqu'un pense qu'une ceinture de sécurité, ça vaut la peine. Bravo. Mais c'est comme si personne n'a voulu faire évoluer ce mannequin-là. Ben, je pense qu'on peut parler de l'historique après, là, ça s'en vient. Mais... mais la science a comme juste pas évolué avec le marché, dans le sens que, OK, peut-être dans les années 70, c'était plus les messieurs qui avaient des voitures puis qui conduisaient les voitures. Mais là, de plus en plus, il faut que tu prennes en considération, OK, il y a de plus en plus de femmes qui s'achètent une voiture, qui vont conduire leur voiture à elles, tu sais. Il y a Caroline Criado-Pérez qui souligne dans son essai « Invisible Woman, Exposing Data Bias in a World Designed for Men ». Elle défend l'idée que le monde dans lequel on vit, il a été conçu pour les hommes. Surprise, surprise! Puis, elle donne ça comme exemple, mais aussi le gilet pare-balles, les sièges des chauffeurs d'autobus. Ben oui. Tu sais, l'exposition à certains produits toxiques, puis bien des choses ont été pensées sans égard aux différences entre les sexes, finalement. Ben, ça me fait penser au bunker de pompière, l'épisode qu'on a fait avec Stéphanie, où elle avait pas de vêtements, puis de bottes, puis de trucs de pompière qui lui faisaient parce qu'elle était trop petite, elle était bien plus petite que tous ses collègues masculins. Puis même son masque, là, je pense, le truc pour respirer, il y en avait pas pour femmes. Fait que c'est comme, ça teinte, c'est ça, ça teinte d'oxygène, où il y a quelque chose, puis c'était pas fait pour elle. Fait que c'est dur après à ajuster, là, c'est quand même pour sa survie pendant son travail, là. Donc, Là, l'article que je vous parle, c'était en 2019. En 2023. Oui. OK, en septembre 2023, plus précisément, il y a eu un crash test féminin pour mieux protéger les femmes au volant en Suède. Wow. OK. Ça s'appelle, dans le fond, le dispositif, là, s'appelle SET50F. Cool. Et c'est le premier mannequin de crash test au monde conçu par une ingénieure suédoise sur le modèle d'une femme type, là, en gros guillemets, qui va aider à concevoir des sièges de voiture qui protègent mieux les femmes. C'est unique en son genre. C'est un dispositif anthropomorphe d'essai, là, qu'ils disent. OK. Ça a été élaboré par Astrid Linder, ingénieure à l'Institut suédois de recherche sur la sécurité des transports. Comme on a dit tantôt, c'est que, les muscles du cou sont plus faibles, les hanches plus larges, les épaules plus étroites, le centre de gravité et tout ça. À date, le mannequin est utilisé sur Volvo en Suède, mais il y a rien dans les régulations internationales qui l'imposent. Elle a été récompensée par un prix en 2023 qui distingue les femmes qui font avancer le secteur automobile. Mais justement, ça dit que le marché, il suit pas encore, là. Non, c'est ça. En fait, je suis allée lire sur la docteure Astrid Linder. Ça disait qu'elle a commencé son doctorat en 1996. Wow. Sur ce sujet-là. Elle a terminé son doctorat. OK. Pauvre elle. 20 ans de doctorat. Oh non. Non, c'est ça. Elle a commencé son doctorat en 96 où elle parlait de cette problématique-là, des crash dummies qui étaient seulement pour les hommes. Puis même en Suède, tu sais qu'on dit qu'il est un pays à l'avant-garde, etc., on pris ça au sérieux, là. Puis justement, elle a commencé à être connue puis tout en 2018. Fait que c'est comme, ça y a pris 20 ans pour faire valoir son point. Puis là, maintenant, tu nous dis qu'en 2023, c'est-à-dire il y a quelques mois, elle a été récompensée pour ses travaux puis tout. Ça fait 25 ans, c'est 25 ans que tu fais ça. On crie, mais il y a personne qui nous écoute, là, genre. Même quand t'es docteur en ingénierie, là. Shit.
Bon, là, je vais faire ma party pooper, mais tu sais, c'est quoi les chances que les dudes qui prennent les décisions se sont dit « Hey, il y a un marché, on pourrait faire carrément des automobiles pour femmes, puis des automobiles pour hommes. Ouais. Puis là, on va concevoir des bancs spécialement pour les femmes, puis spécialement pour les hommes, comme ça, on va se faire plus de cash. Plutôt que, on va faire en sorte que les voitures soient safe pour tout le monde. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a catché qui avait du cash à faire là-dedans. Ouais. Mais bon, on veut rester positif. Outre, mettons, les recherches là-dessus, là, je sais pas pour vous, OK, mais j'ai eu ma propre voiture pendant quelques années, puis j'ai conduit plusieurs autres types de voitures, puis je sais pas, mais j'ai juste l'impression qu'il y a jamais de place pour ma sacoche. Comme il y a jamais de place pour ma... Non, mais comme vrai? Là, on parle des trucs plus sérieux, mettons, de genre, bon, c'est ma morphologie, puis si moi je crash, ça se peut que je meure parce que mon centre de gravité était pas à bonne place, tu sais. Mm-hmm. Mais juste d'autres petits trucs anodins dans les voitures qui peuvent être frustrantes pour une femme, c'est genre, il y a pas de place où mettre ma sacoche, tu sais, ou genre, il y a un autre article que j'ai lu que la femme, elle s'est assise dans la voiture, elle ajustait constamment le siège, pis ça, parce que le pare-soleil en haut, quand elle descendait, il lui faisait pas d'ombre. Et ça, c'est pas considéré que la taille moyenne des femmes est vraiment plus courte que, tu sais, celle des gars. En tout cas, prenez ça en note, les ingénieurs. Vas-y, fais de l'argent sur moi, mais mets-moi une place pour mon hostie de sacoche. Genre, toujours en train de la pitcher quelque part en arrière. C'est donc bien gossant. Ben, et puis en plus, toute cette histoire, c'est encore pour montrer que la représentation des femmes en sciences a permis qu'on ait un crash dummy en 2023, tu sais. Sans cette femme-là qui s'est dit « Hey, il me semble que ce serait pertinent. » Peut-être que ça n'existerait pas encore. Là, Londa Schienbinger, directrice de Gendered Innovation in Science, Medicine and Engineering de l'Université de Stanford en Californie. Elle donne comme explication à ce biais-là que c'est pas enseigné en ingénierie. Là, non seulement on dit qu'il y a pas vraiment de femmes dans ces domaines-là, genre on prend pas les femmes en considération, mais il y a aussi le fait que ces personnes-là qui prennent les décisions, qui sont ingénieurs ou whatever, ils ont déjà été étudiants, puis s'ils ont jamais appris qu'il faut que tu prennes en considération des différences de genre, des différences d'ethnie, c'est juste pas enseigné. Ben oui, Elle dit que c'est pas dans le cursus des cours de base, tu sais, tu peux l'avoir mettons dans un cours optionnel, mais c'est pas des éléments que tu apprends de base. C'est genre on va faire un outil qui va servir pour tout le monde, mais on va pas considérer tout le monde dans la création de l'outil. C'est mais stupide. On revient à tout le monde, c'est l'homme blanc. Ouais, on le sait tous. Exact. Ouais. Je vais être sarcastique, mais quand même, même nous, on associe encore que le standard, c'est un homme blanc. Fait. C'est la neutralité, genre. C'est ça. Juste pour faire un petit 2 secondes de plus, tu sais, oui, les femmes, pour tout ce qui est les bancs d'auto, mais dans l'étude, ils parlaient aussi des personnes obèses puis des personnes âgées, que leur corps a changé, il est peut-être plus fragile ou... Fait que ça aussi, c'est encore pas considéré, là, même avec les demi de les femmes. Les femmes enceintes. Oui. Oui, c'est ça. 2 autres petits exemples à rafale, là. Il y a d'autres places aussi, là, qui ont un biais de genre dans... leur conception. Oui, c'est ça, exactement. Comme la climatisation des immeubles de bureaux. Oh, complètement. Oh mon Dieu, tu vas me partir un rant, Audrey. Oh my God, je me bats avec ça, là, au bureau, constamment, puis je fais des rants féministes dans les corridors, puis genre, mes collègues de travail sont genre, bon, Val, un autre rant féministe, mais genre, il fait fret. Mais oui, vous remarquerez, justement, dans les immeubles de bureaux, la température est toujours ajustée en fonction de la température corporelle des hommes, qui est plus élevée que celle des femmes. Fait que les environnements de travail seraient au moins 3 degrés trop froids pour les femmes. Pour ça, man. C'est pour ça que toutes les petites madames, ils ont une petite laine cachée dans leur tiroir. Tout le temps, une couverte, carrément. Ouais. Puis il y a un TikTok que j'ai vu un moment donné, puis c'est comme, c'est l'été, genre, c'est l'heure de l'air climatisé. Puis là, elle filme toutes les femmes dans le bureau, à leur petit cubicule, ils en ont toutes une petite couverte. Et juste, c'est qui cet hostie-là qui s'est dit, bon, parfait, je vais régler ça à bing, 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 température de l'Antarctique, tant qu'à y être. C'est ça, tu niaises. Puis, un autre petit exemple comme ça, là, c'est Wired qui a rapporté récemment qu'il y a des tests menés sur l'algorithme de reconnaissance faciale IDEMIA, que c'est utilisé beaucoup là, dans les services de police en France, aux États-Unis, en Australie, qui a plus de mal à identifier correctement les visages de femmes que ceux des hommes, surtout si ces messieurs sont blancs. Le taux d'erreur est par ailleurs 10 fois plus élevé pour les femmes noires. Là, il disait le taux d'erreur, c'est 1 sur 1000, que pour les femmes blanches, 1 sur 10 000. Oui, exactement, Audrey. C'est intéressant que tu dis ça parce que on va tomber dans le tunnel intelligence artificielle parce que c'est qui crée l'intelligence artificielle? Des dudes. Bon. Oui, mais on se dirait que l'intelligence artificielle, c'est neutre.
Ah, mais oui! On s'entend. Absolument. Ben oui, c'est intelligent. Ben oui. Dans le fond, Microsoft, ils ont testé des applications utilisées pour analyser des images puis déterminer le sexe de la personne, puis ils ont remarqué que ces applications-là, il y avait un taux d'erreur très bas pour identifier les hommes blancs, mais de 35% genre pour identifier les femmes noires. Fait que c'est un peu comme ton truc de reconnaissance faciale, même affaire. Écoute, là, après ça, tu peux tomber dans des millions d'exemples différents. Là. Le logiciel de reconnaissance vocale de Google était moins efficace pour traiter les voix des femmes. Bon, là, on pourrait tomber dans tout ce qui est plus raciste, là, mais il y a certains algorithmes d'intelligence artificielle qui étaient utilisés pour prédire le risque de récidive de jeunes contrevenants, mais qui présentaient full des biais racistes, là. C'est une étude qui a été réalisée en 2019 en Espagne. Les chercheurs ont observé qu'un homme d'origine étrangère avait 2 fois plus de chances d'être incorrectement classé comme à haut risque de récidive qu'un homme d'origine espagnole. Voyons donc. Parce que c'est un logiciel qui a été créé par les Espagnols. Fait que, ça, le logiciel ressemble. D'ailleurs, on va glisser dans le petit segment Val fait des tests, en parlant d'intelligence artificielle. J'ai demandé à ChatGPT 3.5, est-ce que ChatGPT 3.5 est sexiste? Ah, ça c'est bon. Fait que voici ce qu'il m'a répondu. Non, ChatGPT 3.5 n'a pas de biais intentionnel envers un genre spécifique. Cependant, il est important de noter que le modèle a été formé sur une vaste quantité de données provenant d'Internet et il peut refléter certains biais présents dans ces données. Si des biais sexistes se manifestent dans les réponses générées par ChatGPT 3.5, cela est involontaire et n'est pas une caractéristique intentionnelle du modèle. D'ailleurs, ChatGPT a rajouté OpenAI, qui est comme le truc qui a créé ChatGPT, s'efforce de réduire les biais indésirables dans ses modèles et de promouvoir l'éthique dans le développement de l'intelligence artificielle. Cela inclut des efforts pour diversifier les ensembles de données, atténuer les biais existants et améliorer la transparence et la responsabilité dans le développement de ces technologies. Cependant, comme tout modèle basé sur l'apprentissage automatique, ChatGPT peut encore refléter certains biais présents dans les données sur lesquelles il a été formé. A.k.a. les personnes qui ont formé ChatGPT doivent toutes se ressembler et donc générer des réponses qui ressemblent au groupe de personnes qui a créé ChatGPT, tu sais. Ou même générer des réponses qui reflètent aussi la société patriarcale dans laquelle on vit, là. Tu sais, ChatGPT me l'a pas dit de même, mais c'est ça qu'il voulait dire. Refléter des normes sociales, finalement, dans la société qu'on D'ailleurs, est. exact. Mais moi, je vais lui donner le point que, en recherche, c'est comme ça que des articles termineraient, tu sais, en disant on s'est efforcé d'enlever le plus de biais possible, mais ça se peut qu'il en reste. Puis il a comme été capable de le nommer. Fait que jusque-là, je vais lui donner le point. Sauf que, en tant qu'être humain normal, on se dit, il y a la science infuse puis il va être neutre. Parce que, théoriquement, c'est de l'intelligence artificielle, c'est pas supposé avoir une opinion, il est supposé être objectif. Donc, oui, il te le donne la réponse quand tu lui demandes, mais en même temps, nous, on assume tout qu'il est neutre quand, au final, eux, ils annoncent que non. Puis, dépendamment quand vous écoutez cet épisode, on va avoir publié des stories qui montrent des réponses de ChatGPT quand tu lui demandes des blagues sur les hommes versus des blagues sur les femmes. Puis, oupelaï! Les blagues sur les femmes sont pas mal sexistes et misogynes, tandis que les blagues sur les hommes, c'est comme très smooth et très... Bref, il est juste pas drôle, là, point final. Mais tu sens, là, dans ses réponses que c'est encore sexiste, là. Aïe, pareil, hein? Un autre exemple de l'intelligence artificielle. En 2014, Amazon a mis au point un logiciel pour analyser les CV des candidates à des postes dans leur entreprise, mais le logiciel avait été entraîné grâce à une banque de données contenant le profil des employés embauchés ou promus sur une période de 10 ans. Puis en 2015, l'entreprise a découvert que le système avait une nette préférence pour les candidats masculins, ce qui reflétait aussi la tendance de Amazon de choisir des candidats masculins. Comme on a dit depuis le début, c'est pas une gang de personnes qui se sont dit non, c'est ça. On va être sexiste. C'est que l'intelligence artificielle, ils prennent toutes les connaissances ever sur Internet puis ils l'utilisent pour avoir des résultats. Fait que c'est sûr que si à la base, tu te fies sur ce qui a déjà été fait par le passé pour faire les choses dans le futur, ben tu répètes tout le temps un petit peu la même roue si tu prends pas en considération que ben par le passé, il y a eu ces biais-là. Exact, complètement. En tout cas, c'est un peu pelletage de nuages là, mais c'est comme ça que je le comprends là. Non, ben oui, c'est ça. C'est comme un algorithme, là, finalement. Exact. Si tu likes tout le temps les mêmes affaires, c'est tout le temps les mêmes choses qui vont revenir. Fait que c'est ça que ça reflète, là. Comme tu disais, tu sais, c'est comme un cercle vicieux, là. Là, moi, je change de sujet, Val. Je sors de l'intelligence artificielle, puis je reviens à tout ce qui est médecine, santé sexuelle et reproductive.
Premièrement, là, juste pour le mettre out there, l'Université de Stanford aux États-Unis a récemment quantifié qu'il y a vraiment une sous-représentation des études scientifiques sur les menstruations. Bon. Et évidemment, tout ce qui est lié au cycle menstruel. Là. Depuis les années 50, il y aurait 400 études sur les menstruations versus 10 000 articles scientifiques sur les dysfonctions érectiles. Oh my god, je suis tellement Peux-tu répéter ces chiffres-là, s'il te plaît? Depuis les années 50, il y a eu 400 études sur les menstruations versus 10 000 sur la dysfonction érectile. Dude! On est même pas proche. On est même pas dans les 1000, là. Puis on s'entend que les dysfonctions érectiles, ça n'arrive pas à 100% des hommes, tandis que les menstruations, ça arrive pas mal à toutes les personnes qui ont des utérus. Exact. Fait que c'est comme si un phénomène qui arrive à 100% de la population est peu étudié, mais un phénomène qui arrive à, je sais pas le pourcentage de gens qui ont des dysfonctions érectiles, mais sûrement pas 100% des personnes avec des pénis, là. Non. Oh my god, l'homme et son phallus. Toujours fixé là-dessus. Exactement. Puis je pense que le meilleur exemple qui pourrait démontrer ça, là, d'ailleurs, peut-être que vous l'avez entendu cet été, lu cet été, parce que ça l'a fait les chroniques un peu partout. En tout cas, même moi, j'étais pas au courant de cette étude. Donc, il y a une étude qui est sortie de l'Oregon Health and Science University aux États-Unis qui va publier un article scientifique vivement sur les menstruations et dire que c'est la première étude qui va utiliser du sang humain dans ses tests sur les produits menstruels. Puis là, quand j'ai lu ça, j'étais comme, ben de quoi du sang humain? Ils utilisaient du sang d'animaux avant? Tu sais, je me suis dit, OK, pourquoi c'est innovant qu'ils utilisent du sang pour parler de produits menstruels? Puis là, je dis le mot produits menstruels, mais pour tout le monde, on parle de tampons, de serviettes, de culottes menstruelles. Qui doivent absorber. Exactement. Puis là, ce qu'on se rend compte, c'est que la capacité d'absorption des tampons, des serviettes, coupes menstruelles, était testée à l'aide de l'eau ou du sérum physiologique, là, des genres du sel puis des trucs comme ça. Puis c'est là que tu te rends compte, c'est comme, OK, mais est-ce que tu as déjà vu du sang de menstruation parce que ça, c'est pas liquide à ce point-là? C'est pas du pipi, là. Non, tu sais. C'est pas liquide du tout, là. Tu vois qu'il y a comme un décalage entre la capacité d'absorption déclarée. Tu sais, sur ta boîte, mettons, tu dis comme, ça va durer 8 heures! Puis là, tu mets ton tampon, puis 2 heures plus tard, t'es comme, est-ce que c'est moi qui est anormal? Ben, peut-être que oui, mais peut-être que non, pis c'est juste parce que les chercheurs l'ont testé avec de l'eau. Aïe! Donc, dans l'étude, là, qui dit qu'elle est la première à avoir utilisé du sang, elle a quand même utilisé un concentré de globules rouges. Ça veut dire que c'est du sang où ils ont enlevé le plasma puis les plaquettes. Techniquement, ça veut dire que c'était comme pas du vrai sang menstruel. On n'est pas encore rendu là, mais c'est quand même plus une consistance qui ressemble à ce que ça devrait. Oui, parce que je pense que même le sang menstruel n'a pas la même consistance que le sang quand je vais donner du sang, là. Non, c'est parce qu'il y a des caillots, il y a des tissus, il y a plein d'affaires dans le sang menstruel. Exact. Puis comme les taux d'absorption de l'étude versus ce que les culottes menstruelles disaient puis tout, c'était comme des pourcentages extraordinairement plus bas d'efficacité, là. Comme on est loin de ce que c'est inscrit sur nos boîtes, sur nos coupes, sur nos culottes menstruelles. Donc, si vous saignez ou si vous êtes comme coudonc, je mets la coupe, mais ça me coule tout le temps entre les jambes, mais c'est peut-être pas votre faute, tu sais. Cool. Donc, voilà un exemple fâchant, je trouve que je peux pas croire que c'est en 2023 que on a décidé d'utiliser du sang, même pas menstruel encore. Qui a fait ces recherches-là? Puis qui a amené l'idée, genre, hey, ça vous tente qu'on essaye avec du vrai sang, mettons? Je me demande c'est quoi qu'il a fallu pour que le monde fasse comme, hey, savez-vous quoi? On va révolutionner puis innover notre domaine puis on va utiliser du sang. Ouais. Genre. Mais en fait, c'est intéressant que tu poses la question parce que j'ai l'impression qu'en fait, on va revenir aux définitions qu'on a données au début de l'épisode, là. Le but de la science, c'est de faire des tests sur la réalité. Mais on fait défaut si on ne tente pas de reproduire dans nos labos la réalité la plus proche de la réalité. Ouais. Il y a quelqu'un qui a tourné un coin rond en tabarouette pour faire un test avec de l'eau. Encore une fois, c'est de montrer la méconnaissance du corps féminin, cis-féminin. Puis ça, c'est fâchant. Puis encore une fois, je pense que pour répondre à ta question, Audrey, moi, je pense que c'est l'apport des femmes puis qui ont vécu ça, qui se disent, je pense que ça mériterait des nouvelles recherches. Oui. C'est sûr, tu sais. Ouais. Complètement. Et, en parlant de la méconnaissance du corps des femmes, il y a aussi les recherches sur la douleur. Oh! Oui, et tout récemment, il y a des recherches qui sont sorties sur comment on ressent la douleur selon si on est un homme ou une femme. Encore une fois, vraiment désolée, très binaire comme recherche, très cis
centré comme recherche aussi. Mais dans le fond, là, comment on ressent la douleur, c'est que notre cerveau envoie des neurotransmetteurs, ok, des petites hormones, des molécules, là, à d'autres parties de notre cerveau qui enregistrent la douleur puis qui se disent « Ah, ça c'est le petit neurotransmetteur de la... » C'est comme un petit véhicule. Ben, coudonc, on n'a pas les mêmes véhicules hommes et femmes pour transmettre la douleur. Le petit véhicule femme, il s'appelle CGRP, le petit véhicule homme, il s'appelle BDNF puis KCC2. Bref. Michael Hildebrand de l'Université de Carleton, l'auteur principal d'une étude, parce qu'il y a eu 2 études. Une étude sur le premier neurotransmetteur femme puis une autre étude sur les autres neurotransmetteurs. Donc, le chercheur explique que chez l'homme, mais pas chez la femme, il y a un problème avec le neurotransmetteur BDNF qui mène à une excitabilité incontrôlable des neurones qui est la source de douleur. Fait que quand les hommes ressentent la douleur, c'est que le petit neurotransmetteur, là, c'est comme s'il manquait, on perdait un frein, là. C'est comme, les hommes ressentent la douleur beaucoup quand ils ont ce neurotransmetteur-là. Okay. L'affaire, c'est que ces neurotransmetteurs-là, mettons si tu crées un médicament contre les migraines qui s'attarde à un neurotransmetteur de douleur, faut que tu choisisses lequel. Puis si tu choisis d'étudier un certain médicament contre les migraines sur un neurotransmetteur qui est plus chez les hommes, ben le médicament il va pas fonctionner chez les femmes parce que c'est pas le même neurotransmetteur, c'est pas le même petit véhicule. Fait que c'est intéressant, c'est important de faire des recherches sur ces choses-là. Puis en plus, j'ajouterais aussi que ces neurotransmetteurs-là puis les signaux de la douleur, c'est pas les mêmes molécules. Puis ces molécules changent aussi avec le cycle hormonal. Et oui! Et donc, en plus de manquer le bateau des fois sur comment on construit les médicaments pour les hommes et ou pour les femmes, il y a un autre angle mort qu'on n'a pas remarqué, que c'est que ces neurotransmetteurs-là sont influencés par les hormones puis le cycle menstruel. Aïe! Dans le fond, il y a des médicaments qu'on prend qui servent à rien en tant que femme ou qui vont pas chercher exactement les bonnes molécules quand on les utilise. Exact. Autant pour les femmes que pour les hommes. Dans ce cas-ci, c'est tout autant un biais scientifique là, qui l'échappe, là, tu sais. Ben, on peut penser aux médicaments pour tout ce qui est les maladies cardiaques. Toutes les recherches aussi sur les maladies cardiaques oublient souvent les femmes et ou comme n'incluent pas les femmes dans leurs recherches. Fait que mis à part du fait que comme les symptômes sont pas pareils chez les hommes et chez les femmes pour les maladies cardiaques, mais aussi les médicaments sont à chier pour les femmes ou peu efficaces. Puis aussi, faut réfléchir aux hormones sexuelles féminines parce qu'ils peuvent influencer la manière dont les médicaments sont métabolisés aussi. Puis ça affecte les réponses au traitement. Fait que si on prend pas en compte ces différences-là, sexuelles ou peu importe, là, ben, les études cliniques, ils fournissent pas une image complète de la sécurité ou de l'efficacité des médicaments pour les femmes. C'est vraiment intéressant. Là, mais j'avais lu dans mes recherches, justement, que souvent, c'est la même affaire que tu dis, Val, ils font des tests cliniques, mettons, sur les souris, mais sur des souris de sexe mâle. Puis après ça, ils vont généraliser à la population entière. OK, ben, ce médicament-là, il fonctionne bien, ça a bien fonctionné chez les souris. Puis là, ils ont commencé à faire plus de recherches sur, OK, ben, on le teste sur les souris mâles, sur les souris femelles, puis ils se sont rendus compte qu'il y en a des différences. De plus en plus, ils vont essayer d'améliorer tout ça, mais tout ça, ben, ça coûte du cash. Juste pour ajouter là-dessus, c'est comme de plus en plus prouvé que les femmes sont sous-représentées dans les essais cliniques. Ben, il y a une étude en 2019 qui a recensé 43 000 articles de recherche, donc ce qui est immense. Ça indiquait que vraiment dans les pratiques médicales, là, les médecins vont vraiment prescrire les mêmes doses de médicaments pour les hommes et les femmes, puis ça expose les femmes à des effets secondaires super plus graves. Ouais. Tandis que juste parce qu'on est sous-représenté dans les essais cliniques. Ben, c'est intéressant que tu parles d'effets secondaires parce que il y a très peu de femmes dans les essais de phase 1, puis c'est ceux-là qui portent sur la sécurité des nouvelles molécules ou des médicaments. Puis les phases 1, là, les essais de phase 1, ils sont souvent faits sur des volontaires payés, généralement des jeunes hommes. Puis il y a une étude publiée en 2020 dans la revue Critical Public Health qui montrait que les femmes sont souvent refusées comme volontaires payés à cause des risques pour une grossesse non détectée ou survenant peu après l'essai clinique de phase 1. Ouais. Encore une fois, notre utérus est servi comme un bâton pour nos roues. Tandis qu'ils pourraient juste mettre ça clair, là, tu sais, dans le consentement, c'est sûr que ces participants-là signent, en sachant qu'il peut avoir des effets secondaires sur leur corps. C'est facile d'indiquer comme ça peut avoir des effets sur votre fertilité. Tu sais, on sait pas encore, c'est ça qu'on cherche, mais c'est ça. De juste nous bannir complètement de la phase 1, c'est un peu ridicule. Exact. Ben, ça mène à des aberrations après ça quand on prend les médicaments puis on se dit « Coudon! Il me semble que ça marche pas, notre affaire. »
Bon, là, on a donné tout plein d'exemples, mais là, c'est quoi les solutions, finalement? Est-ce qu'on est... Donné pour le reste du jour. C'est quoi les solutions? C'est sûr que, bon, là, vous me connaissez, moi, je suis rentrée dans un trou noir d'articles, puis je suis allée lire tout plein d'affaires, puis je me suis perdue. Mais, je suis tombée sur un article, justement, qui parlait du standpoint theory dans la recherche féministe, puis tout ça. Dans le fond, ça parlait, tu sais, du féminisme qui a apporté une espèce de vision critique à l'endocentrisme de la science. OK. L'endocentrisme, c'est un mode de pensée, conscient ou non, consistant à envisager le monde uniquement ou en majeure partie du point de vue des êtres humains de sexe masculin. Okay? Ce qu'on a dit depuis tantôt. Dans cet article-là, il expliquait tout c'est quoi là, le standpoint theory, puis comme de prendre en considération c'est quoi l'expérience des femmes avec les années, puis avec les connaissances, c'est, OK, ben c'est quoi la meilleure position pour faire de la science? Fait que là, il y en a qui disaient, ben c'est le point de vue des opprimés qui est le plus valable, c'est le point de vue des femmes, c'est le point de vue des personnes noires, Bref, à travers toutes ces années-là, depuis les années 70, là, finalement, j'ai comme accroché sur l'empirisme contextuel de Longino, qu'elle s'appelle, puis sa solution, elle propose de multiplier les sujets de connaissances. Okay. L'objectivité peut être accomplie que par l'inclusion d'une plus grande pluralité et diversité de perspectives. C'est comme quand on parle d'un jury, genre, dans un tribunal. Ben, tu veux que ça représente toute la population. Fait que c'est pas juste des dudes blancs hétéros. Tu veux que ça représente la population parce que c'est ça le rôle d'un jury. Ben, c'est la même chose que la science. Plus le nombre des points de vue pris en compte dans une communauté est grand, plus la pratique scientifique sera objective. Tu sais, on a dit depuis tantôt que la neutralité, bon, c'est difficile à atteindre puis tout ça. Il y a pas de science parfaite, mais plus t'inclus de monde autour de la table, puis à chaque étape, ben plus que tu tends vers une objectivité. Puis en fait, je pense que ça amène à la piste de solution simple d'inclure en recherche toutes les communautés minoritaires. Je pense que autant comme tu dis qu'ils soient à la table en tant que chercheuse ou chercheur et ou en tant qu'échantillon que les personnes qui sont étudiées là dans les recherches. Puis même plus haut là, ceux qui décident des subventions qui sont accordées au projet puis tout ça, ben ça aussi, il faut là on parle de gouvernement, mais c'est ça pareil, tu sais. Absolument, faut que l'argent soit là aussi pour des recherches qui des échantillons diversifiés, pour des recherches menées par des chercheurs femmes, pour des recherches qui vont inclure des femmes enceintes dans le crash test dummy d'un char, tu sais. J'ajouterais aussi comme piste de solution peut-être plus de littératie pour toute la population finalement parce que là on est à une ère d'information super rapide puis tu sais les médias ont tendance à juste démontrer des conclusions hâtives, pas expliquer les nuances, on est beaucoup dans l'information rapido presto là, tu sais c'est sûr que si tu dis ben selon la science il y a telle affaire, faut que les gens apprennent à lire c'est quoi un article scientifique, c'est quoi une bonne source d'information, c'est quoi une source d'information qui est pas fiable. Tu sais, tu devrais apprendre ça autant dans ta littératie médiatique que ta littératie scientifique, là. Absolument. Je sais pas pour vous, mais souvent, j'ai lu des articles puis j'étais comme, bon, ils disent pas que c'est faux, mais ils disent pas que c'est vrai, mais ils disent que ça pourrait peut-être... Tu sais, comme c'est toujours super nuancé, là, tu sais. Ben, en général, si tu lis l'article comme il faut, là, c'est rare qu'il y a des conclusions qui sont comme, voici la chose pour telle affaire. Tu sais, comme c'est pas... La science, c'est pas comme ça, mais souvent, effectivement, les médias ont tendance à aller trop vite. Même dans nos domaines, là, je veux dire, les gens, ils veulent avoir des réponses toutes faites, puis des solutions aux problèmes, puis là, quand on arrive ben, ça dépend. Comment qu'on fait un orgasme? Oui, c'est ça. Mais là, ça dépend. Là, il faut prendre en considération telle chose. Mais les gens, ils veulent pas savoir ça. Non, c'est ça. Il faut juste savoir comment. Pour ce qui est de la communauté de recherche, là, des chercheurs, il y avait aussi la piste de solution de favoriser le débat dans les communautés de chercheurs dans le but d'identifier les biais sexistes et les soumettre à la discussion. Ah oui. Donc, encore une fois, c'est pas de blâmer les chercheurs ou les chercheuses de leur sujet, de leur méthode, de comment ils ramassent leurs données, etc. C'est juste de peut-être juste pointer quel biais pourrait être sexiste. Tu sais, là, on dit sexiste, mais ça pourrait être raciste, capacitiste. Tu sais, il y a plein d'autres biais, là. Aujourd'hui, on s'est surtout centré sur les biais sexistes. Bref, c'est plus de favoriser le débat, sans attaquer les chercheurs. Tu sais, comme on disait tantôt, on est pro-science, on veut que les recherches continuent. C'est juste d'être capable d'identifier c'est quoi les biais de ta recherche. Non, mais c'est ça qu'on a appris, mettons, à la maîtrise, là. On avait un cours exprès sur comment faire ta recherche, puis
tu présentais ton projet puis tu te faisais challenger par les autres. T'as-tu pensé à telle affaire? T'as-tu pensé à telle affaire? Tu sais, de la façon que tu l'as présenté, on dirait que t'as oublié que... C'est vrai. C'est challengeant, c'est fucking chiant, mais c'est ça qui fait de la bonne science. Ben oui, exact. Comme Maya Ackerman, professeure spécialisée en intelligence artificielle à l'Université de Santa Clara, explique, notamment, ce n'est pas nécessairement l'intelligence artificielle, la recherche ou la science qui est sexiste, mais c'est le monde qui les crée qui est sexiste. Tout ce que les modèles, les résultats font, c'est de nous refléter notre monde comme un miroir. Donc, changeons l'image qui nous est reflétée. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sexes Maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les Sexes Maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous, bye!